Lorsque la diaspora part de l'Occident vers le continent, ce qu'ils oublient ou ce qu'ils n'ont pas intégré la plupart du temps, c'est que ceux qui sont restés là-bas, ils sont spécialistes du terrain. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Par exemple, moi que je suis en France ou d'autres jeunes qui sont aux États-Unis, comment s'intéresser au développement de l'Afrique en étant loin? Avec 60% de terres arables, qu'est-ce que fait l'Afrique? Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver pour un nouvel épisode de Afrique Youth Voice. Afrique Youth Voice est un média qui vise à donner la parole à la jeunesse africaine, à mettre en lumière leurs idées, leurs actions en vue de contribuer au changement en Afrique. D'habitude, on interviewe des jeunes. Pour aujourd'hui, nous avons choisi d'interviewer des profils qui ont plus d'expérience afin de nous conseiller et de nous aiguiller. Pour cela, j'ai l'honneur de vous présenter Patrice Anato. Bonjour Patrice. Bonjour Aïssatou. Comment tu vas? Je vais très bien. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui te remercie de m'avoir invité à partager ce temps avec la jeunesse africaine. Je vais te laisser te présenter brièvement. Bien, je suis Patrice Anato, je suis ancien député à l'Assemblée nationale française. De 2017 à 2022, j'ai siégé au Palais Bourbon, comme on a l'habitude de dire. Également, j'ai siégé dans certaines commissions, notamment la commission des finances, commission des affaires économiques, et j'ai dirigé également le groupe parlementaire diplomatie économique avec l'Afrique. Je continue de militer politiquement. J'ai aujourd'hui un cabinet de conseil en affaires publiques, j'en parlerai un peu plus tard. Est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi consiste les missions d'un député? Qu'est-ce qu'un député? Que ce soit ici en France ou dans d'autres pays ou en Afrique, le député a essentiellement la mission de représenter les citoyens de sa circonscription et plus largement les citoyens de la nation à l'Assemblée nationale. Par exemple, un jeune comme moi peut actuellement se dire je veux être député et je peux candidater. Moi, j'encourage les jeunes à s'investir en politique en Afrique. Aujourd'hui, un jeune, bien sûr, il n'y a pas d'interdiction à ce qu'un jeune comme toi puisse être candidat à une élection, même sans parti politique. Et on a vu que dans certains pays, les jeunes ont pris conscience depuis, quelques années, de ce que la politique n'est pas réservée à une classe d'âge, oui, ni à une classe d'élite spécifique, et que tout le monde peut s'engager en politique, apporter sa part à la construction de la nation. Aussi, avec les niveaux d'études que les jeunes aujourd'hui atteignent, ils ont soif de participer, ils ont soif de se faire entendre, et donc oui, il y a des jeunes qui s'investissent. Je crois qu'on est à la croisée des chemins aujourd'hui en Afrique. Vu les ambitions qui se réveillent au niveau de la jeunesse, les prochains dirigeants, je crois et j'en suis convaincu, auront beaucoup plus de volonté, d'engagement, ça commence déjà, et ce sera aussi une génération d'un certain âge, d'une certaine jeunesse, comparée à ce qu'on a connu longtemps en Afrique, oui, où les présidents sont plutôt de l'âge de nos grands-pères. C'est ça, c'est ça. Lors de ta présentation, tu nous as parlé de la société Ethos Dupont-Tilly. Quels sont les services que l'entreprise propose? Donc, Ethos Dupont-Tilly est un cabinet d'affaires publiques qui a pour champ de mission la France et plus largement l'Europe, et aussi les pays d'Afrique. Donc nous proposons essentiellement d'accompagner des investisseurs sur des projets de développement en Afrique. Nous proposons de mettre aussi en relation des investisseurs avec des décideurs. Nous les accompagnons également sur l'aspect juridique, parce que en Afrique de l'Ouest, c'est le droit au HADA. En Afrique centrale, c'est la CEMAC. Là aussi, la juridiction, elle est différente. Et donc, c'est un accompagnement, je dirais, 360 degrés que nous proposons à tout acteur, privé, public, institutionnel, qui souhaite aller sur le marché africain. Mais récemment, tu étais à une conférence économique et commerciale nommée Chine-France. Quels étaient les enjeux de cette conférence? Il s'agissait d'un exemple concret de diplomatie économique.
c'est-à-dire créer un cadre qui permette à des acteurs économiques, décisionnaires, de se rencontrer entre deux pays et de pouvoir mettre sur la table de façon concrète des opportunités d'affaires, des opportunités de contrats, des opportunités commerciales entre les deux pays. Et donc, à cette conférence, nous avons invité des entrepreneurs français, des patrons français dans le domaine du digital, essentiellement de l'intelligence artificielle. En fait, c'était plus une conférence qui est orientée vers le digital. Est-ce qu'il y avait des entrepreneurs africains présents lors de cette conférence? Il y avait des entrepreneurs africains et il y avait surtout des investisseurs africains aussi dans le digital, dans le numérique au grand large. Et le digital aujourd'hui, il est transversal à toutes les activités et donc à tous les continents, bien évidemment. Et l'Afrique aujourd'hui est un marché porteur en termes de numérisation, de digitalisation, puisque beaucoup d'innovations se font. On l'a vu pendant la Covid. On a vu se développer des innovations scientifiques pour protéger contre les épidémies, ainsi de suite. Et donc l'Afrique est vraiment un terreau fertile pour la numérisation. Il y a justement un intérêt pour que les jeunes Africains qui veulent entreprendre puissent explorer aussi ce côté-là, ce secteur-là. Ouais. Parce que je me dis, le numérique peut contribuer au changement des pays africains dans le sens où ça peut limiter la corruption. Parce que si c'est numérique, ça laisse toujours des traces. Ça laisse des traces. Alors que nous, en Afrique, dans certains pays africains encore, on est beaucoup plus à l'ancienne. On écrit, c'est beaucoup de paperasse et c'est quelque chose qu'on peut facilement perdre. Bien sûr. Donc investir dans le numérique, dans le digital, c'est une forme de développement des pays africains, dans le sens où ça va limiter la corruption, limiter beaucoup la corruption. Non seulement la numérisation des services publics et même de tous les process, que ce soit dans le public ou dans le privé, ça permet d'assurer la sécurité déjà des données. Ouais. On ne les perd pas, comme tu l'as dit. Et donc la numérisation, ça garantit la sécurité des données, ça évite justement la corruption, puisqu'on a beaucoup de transactions qui se font encore à la main. Et puis le numérique, c'est aujourd'hui un moyen pour que l'Afrique puisse fournir de la main-d'œuvre qualifiée au monde entier. Lorsque j'entends parler de l'augmentation ou de la croissance exponentielle de la démographie africaine, certains en parlent comme si c'était un tsunami, une marée noire qui venait assombrir l'avenir. Moi, je dis c'est un atout. Okay. C'est un atout puisque la force d'une nation, la force d'un continent, ça se mesure au nombre de sa population. Plus la population est vieillissante, l'économie devient morbide. Totalement. En Europe, aujourd'hui, on se plaint du vieillissement de la population. Or, la population africaine, elle est jeune, elle est dynamique, mais bien sûr, si elle n'est pas formée, si elle n'est pas outillée, si elle n'est pas équipée, oui, on peut craindre une marée noire qui pose de grosses difficultés aux dirigeants africains qui n'auront pas de réponse à leur apporter. Alors que si aujourd'hui, grâce au numérique, les jeunes Africains peuvent se former, faire des formations à distance, des formations courtes, des formations techniques, demain, on peut rester à Conakry et travailler pour HP en Afrique du Sud et travailler pour une autre société, pour Google aux États-Unis. Et c'est déjà le cas. Moi, je connais aujourd'hui des jeunes Africains qui ne sont pas partis de leur pays, mais qui sont salariés de boîtes en Europe, en Asie, aux États-Unis, parce qu'ils ont appris à faire leur métier à travers le numérique, et donc ils ont des horaires de connexion, comme on va au bureau, on travaille, et ils sont payés la devise de ces pays, et ils sont payés comme étant salariés dans ces pays. Donc vous imaginez le pouvoir d'achat qu'ils peuvent avoir tout en restant en Afrique. C'est ça.
C'est ça, exactement. Donc, la vie, elle est moins chère et toi, tu as un salaire d'une personne qui est aux États-Unis ou bien qui est en Europe. C'est pas le même pouvoir d'achat. C'est pas le même pouvoir d'achat, c'est pas la même devise convertie en francs CFA ou en machin. Et on vit bien. Le mois dernier, s'est déroulé la deuxième édition du Brazzaville International Leadership Youth Forum. Quel est le but de cette organisation et quels sont les sujets que vous avez eu l'occasion d'aborder? Alors, le BELIF, comme on l'appelle en sigle, c'est d'abord une initiative du président de la République du Congo-Brazzaville, le président Sassou Nguesso, a été portée par le Premier ministre. Et l'objectif, c'est vraiment de faire de Brazzaville le cœur d'une dynamique de la jeunesse africaine qui entreprend, la jeunesse africaine qui innove, la jeunesse africaine qui prend son destin en main. Et donc, il y a eu la première édition en 2023 à laquelle j'ai participé. Et cette deuxième édition avait pour thème l'agriculture et l'innovation pour le développement de l'Afrique. Et l'agriculture, aujourd'hui, est au cœur, je dirais, des interrogations et des sujets majeurs des pays africains. L'Afrique représente à elle seule 60%, sinon plus, des terres arables non exploitées de la planète. Wow. Ce qui veut dire que l'Afrique, aujourd'hui, est le grenier potentiel, puisque ce n'est pas encore exploité, c'est le grenier potentiel du monde. Avec 60% de terres arables, qu'est-ce que fait l'Afrique? Et donc l'idée pour cette deuxième édition du BELIF était vraiment de mettre en exergue cette opportunité qu'est l'agriculture en Afrique et que les jeunes puissent vraiment s'y intéresser et s'y investir. Parce que généralement, quand on parle d'agriculture en Afrique, l'image qui nous vient, ce sont nos grands-parents qui vont au champ avec la houe sur l'épaule ou avec Daba ou le coupe-coupe. Et donc, ça ne donne pas envie. Ça ne donne pas envie, c'est totalement ça. Moi, en fait, je me dis, il y a plusieurs métiers en Afrique. Donc, si toi, tu as la chance d'aller à l'école, tu dois étudier pour faire de l'électronique, de l'informatique. Mais moi, je me dis, on devrait mettre en place des formations, des formations professionnalisantes pour s'orienter vers l'agriculture. On n'a pas forcément besoin d'avoir Bac plus 5. Dès bas âge, on essaie de nous initier à ces métiers, je ne sais pas, de couture, de coiffure, d'agriculture, parce que ça, ce n'est pas des métiers qu'on nous enseigne à l'école. Moi, je n'ai jamais eu souvenir d'avoir eu ces cours. Mais ça n'existe pas. En Afrique, on a souvent tendance à faire des études, je dirais, entre guillemets, littéraires, donc le droit, on fait des études d'anglais, les langues, on fait de la philosophie. Et tout ça, ça nous mène forcément à faire des métiers dans l'administration ou des métiers du tertiaire. Et c'est un secteur aujourd'hui qui est saturé. C'est souvent des formations qui mènent vers des métiers de service, ce qui est aussi important, mais on n'a pas des métiers de production. Or, l'agriculture, les États-Unis, j'ai eu à faire quelques déplacements. Les États-Unis, les milliardaires, c'est des agriculteurs. Les milliardaires, c'est des agriculteurs, c'est des paysans. Et donc, moi, je crois que si l'Afrique prend à bras le corps, les gouvernements investissent, dotent en termes de budget le secteur agricole, les milliardaires de demain en Afrique seront des agriculteurs. Et donc au BELIF, on a eu justement à partager des expériences de personnes qui sont déjà dans l'agriculture, des jeunes qui développent des solutions agricoles diverses pour justement produire sain, produire durable et produire, intensifier aussi la production. Si j'étais président, je mettrais en priorité l'agriculture pour que nous puissions avoir une alternative aux ressources naturelles. Aux ressources naturelles.
Donc, si tu étais président, quel programme allais-tu mettre en place pour stimuler l'entrepreneuriat? Parce que l'entrepreneuriat, c'est un secteur qui impacte directement le développement des pays. Quel programme ou structure allait mettre en place pour permettre aux jeunes d'entreprendre et d'être accompagnés, que ce soit financièrement ou que ce soit dans les démarches administratives? Ce dont a besoin la jeunesse qui veut entreprendre, c'est de la formation. On ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et donc, avoir une belle idée, c'est très bien, mais comment la mettre en place? Comment structurer son idée? Comment aller intéresser un investisseur? Comment présenter son projet? Le benchmarking, l'étude, géomarketing, je veux installer mon entreprise ici dans tel quartier. Est-ce que j'ai étudié le besoin sur un rayon de 40 km pour pouvoir évaluer, estimer quelle va être la densité de mon activité. Et donc, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte pour pouvoir se lancer et avoir une entreprise rentable. Si toute cette formation, à la base, elle n'est pas faite, beaucoup se lancent dans l'entrepreneuriat. Au bout d'1 an, 2 ans, au pire 3 ans maximum, ils ferment parce que je n'arrive pas à écouler ou je n'arrive pas à trouver de fournisseurs. Il faut aussi noter que beaucoup de pays africains aujourd'hui ont mis en place certaines structures d'accompagnement, comme au Ghana, comme au Kenya, je crois, et puis d'autres pays en Afrique du Sud également, où l'État a mis en place un fonds. Le Nigeria a mis en place un fonds d'accompagnement, d'aide aux startups. Tu as dit qu'il y a certains pays comme le Ghana ou le Nigeria qui ont commencé à mettre des systèmes d'accompagnement pour les entrepreneurs. Fonds, oui. Est-ce que tu as des noms de structures actuellement? Au Ghana, je crois que c'est MEST, c'est en anglais, je n'ai plus, mais ça se trouve facilement sur Internet. Au Nigeria, c'est le fonds d'accompagnement des startups. En anglais, ça donne autre chose, mais tout ça est visible sur le net et vous pouvez les trouver facilement. Pour ceux qui sont, par exemple, en France, il y a une association qui s'appelle Friends of Nigeria, FON, qui ont leur site aussi sur Internet. Ils donnent pas mal d'informations, ce qui concerne les structures, les dispositifs qui sont mis en place par le Nigeria pour accompagner les entrepreneurs africains et de la diaspora nigériane également. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Par exemple, moi que je suis en France ou d'autres jeunes qui sont aux États-Unis, comment s'intéresser au développement de l'Afrique en étant loin? Moi-même étant ici en France, j'ai pu ressentir à travers mes voyages que les jeunes Africains qui sont restés sur le continent, ils sont courageux, ils sont résilients, même si j'aime pas trop ce terme. C'est des personnes qui arrivent à s'adapter à toutes les situations et à continuer d'avancer malgré les difficultés qu'ils peuvent avoir sur le continent selon les pays. Et en même temps, on a une jeunesse africaine qui vit à l'étranger, que nous appelons généralement les diasporas africaines, qui aussi ont cette envie de participer, mais qui généralement limitent leur participation à des transferts de fonds qui servent juste à des besoins, je dirais, basiques, alimentaires, ponctuels. Pour la famille. Et donc, moi, je crois que nous pouvons aller au-delà en investissant dans des projets qui marchent en Afrique. Et comment? Il y a un dispositif d'accompagnement des entrepreneurs, un accélérateur de projets, un incubateur. C'est de prendre les bonnes informations, parce qu'il y en a beaucoup qui affichent le nom aussi, incubateur et tout ça, mais à l'intérieur, c'est pas tout à fait ça. Et donc, quelqu'un de la diaspora qui veut s'investir en Afrique n'est pas obligé d'aller s'installer en Afrique s'il n'a pas envie, mais il peut investir financièrement dans des projets qui réussissent et aussi pour avoir un retour sur investissement. Et donc, un incubateur qui accompagne par exemple des jeunes entrepreneurs dans l'agriculture, je donne un exemple comme ça,
quelqu'un de la diaspora peut investir dans une des entreprises de cet incubateur en éjectant de l'argent pour être associé à tel pourcentage, ce qui permet à ce membre de la diaspora de contribuer au développement de l'activité de cette entreprise et en même temps d'avoir un impact sur la population. Et ce n'est pas de l'argent qui est envoyé, qui est consommé et qui ne rapporte pas. Donc ça, c'est une manière de s'investir dans des projets qui réussissent à travers des structures qui sont bien encadrées. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai un jeune au Congo-Brazzaville qui a mis en place une société de fabrication d'objets connectés. C'est aussi dans le drone, qui a créé aussi un centre de formation pour les métiers, dans les métiers du numérique, et je suis un des investisseurs de cette initiative-là. Et donc, forcément, ça permet d'avoir plus d'impact. Oui, ça permet d'agrandir. Ça permet d'agrandir. Plus la structure elle est grande, plus ils vont embaucher de nouvelles personnes, donc ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse. Ouais. Et ça permet à plein de jeunes qui devaient se retrouver dans la rue d'avoir une activité. Et donc, je crois que l'investissement des diasporas, elle est très importante en Afrique. Et puis, pour ceux qui veulent y aller et installer une activité, c'est aussi faisable, mais il ne faut pas y aller un peu la fleur au fusil, parce que les réalités ici et là-bas ne sont pas les mêmes. Il faut s'adapter, connaître le marché, connaître la réalité. Et puis, il y a même une question de culture. Oui. Une fois qu'on a vécu en France, le temps qu'on a vécu, comme moi et toi, on retourne au pays, le fonctionnement n'est pas le même. Donc, il faut, à ce moment-là, savoir s'adapter. Savoir s'adapter. Ce n'est pas, comment dire, réduire les exigences d'efficacité. Non, ce n'est pas ça. C'est pas s'aligner sur de la médiocrité. C'est pas ce qu'on est en train de dire. Parce que des fois, on a l'impression, dès qu'on quitte ici, on a l'impression que c'est tout ce qu'on fait ici qui est bon. Ça peut être bon, mais il faut savoir faire comprendre à ces personnes-là sans l'imposer. Quand on rentre en Afrique, ça, faut avoir la manière et surtout les bons mots pour le changer. Et on ne change pas une personne du jour au lendemain. Non. C'est beaucoup de process. Et bien sûr, et moi je trouve même que ceux qui sont restés sur le continent, lorsque la diaspora part de l'Occident vers le continent, ce qu'ils oublient ou ce qu'ils n'ont pas intégré la plupart du temps, c'est que ceux qui sont restés là-bas, ils sont spécialistes du terrain. Donc quand vous y allez déjà avec l'idée que vous allez rencontrer des spécialistes du terrain, l'approche change. C'est pas parce qu'ils n'ont jamais été en Europe qu'ils ne connaissent pas leur terrain. Exactement. Ils connaissent leur terrain mieux que vous. Sauf que peut-être ils manquent de certaines méthodologies pour pouvoir faire exceller leurs initiatives. Et donc, avec ce partenariat, justement, vous pouvez réussir à entreprendre en Afrique avec des Africains et avoir de très bons résultats. Et donc, il faut que la diaspora qui va en Afrique n'y aille pas en conquérant. Ouais. Parce qu'il ne faut pas te dire c'est juste moi qui peux t'apporter, c'est moi je pourrais t'éduquer. Non, c'est pas comme ça. Cette personne qui est en Afrique, il faut savoir valoriser en fait, comme tu l'as dit, l'expérience. Elle est restée là-bas, elle connaît le terrain. Oui. Cette personne, elle peut t'apporter. Elle va t'apporter quelque chose. On va s'apporter mutuellement. Donc, tu vas penser que toi tu es là et l'autre personne est là. Étant donné que toi tu as voyagé, tu as été en Europe, tu étais aux États-Unis, que tes connaissances sont les bonnes connaissances. Oui, c'est ça. Et justement, je crois qu'on apprend des uns des autres. Et ce n'est pas parce que l'Afrique aujourd'hui est un continent qui est encore en développement que les Africains sont moins intelligents. Non, que, voilà. Totalement. Donc, je suis totalement d'accord. Je pense que c'est des considérations qui font que certains échouent quand ils vont là-bas. Mais il faut croire que il y a pas mal de choses qui se passent en Afrique sans les
sans les Européens ou sans les diasporas. Mais si on est ensemble, on ira encore plus loin. Plus loin, je suis d'accord. Et puis pour finir, ta question en disant « et si j'étais président ?» Et si j'étais président, je ferais de sorte que dans chaque pays, il y ait des plans d'industrialisation, parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'industrialisation. C'est l'industrialisation qui a développé l'Europe, qui a développé la France. Même le verre à boire n'est pas fabriqué en Afrique. Il vient de l'extérieur. Et pourtant, la matière première, souvent, ça vient de l'Afrique. Vient souvent d'Afrique. Et donc, il faut que les pays africains développent de grands programmes d'industrialisation, et ce qui va forcément permettre de créer des emplois. L'industrialisation exige de la connaissance, de la technique, donc ça va engendrer des formations qualifiantes, d'ouvriers qualifiants, d'ouvriers qualifiés, d'ingénieurs, ainsi de suite. Et ça va permettre aussi, j'imagine, une usine de fabrication de pièces d'automobile ou d'assemblage d'automobiles. Ça va créer des emplois. Une industrie agroalimentaire de transformation des matières premières. Ça va créer des emplois, ça va créer de la richesse, ça va permettre à l'État de faire des recettes. Oui. Ouais. Et ça va limiter surtout cette masse d'immigration. Et donc voilà, si j'étais président, je mettrais un fort accent sur les programmes d'industrialisation. Ça marche. On a pris note. L'interview prend fin et merci d'avoir échangé avec nous, d'avoir répondu à mes questions. Est-ce que tu as un dernier mot pour Afrique You Voice? Alors, j'ai un dernier mot et si je peux t'emprunter un flyer. Donc, Afrique You Voice, je trouve que cette initiative, elle est excellente parce que ça permet de donner de l'écho justement à la jeunesse africaine. Ça permet de donner de la visibilité aux innovations, aux initiatives qui sont menées par des Africains de la diaspora et sur le continent. Et ça permet, bien entendu, de les connecter et de créer justement des liens, des synergies qui peuvent aboutir à des solutions de financement, d'échange de bons procédés et c'est tout de réseauter. Et je pense que c'est une initiative qui compte pour le développement de l'Afrique. Et donc, merci beaucoup. Merci pour tes mots, ça nous fait plaisir. Merci beaucoup, Patrice. Alors, c'est un réel plaisir d'échanger avec Patrice. On apprend beaucoup avec Afrique You Voice et merci d'avoir pris le temps, d'avoir partagé tes connaissances, tes expériences de député avec nous, la jeunesse africaine. J'espère qu'on va prendre note et qu'on va utiliser à bon escient. Merci. Merci.